Bonjour à tous. Le sujet de cet après-midi, le premier sujet, c'est le pôle maritime. Ma mission, petite mission, consiste à vous expliquer un petit peu la genèse du pôle maritime et vous expliquer ce que c'est. Le tout en 5 minutes, donc c'est parti. Alors moi, je dois vous expliquer un petit peu la genèse du pôle maritime et ça va être assez simple, vous allez voir, parce qu'on part d'un problème ultra simple. D'un côté, nous avons des entreprises du maritime, qui sont nombreuses forcément puisque nous sommes une île et donc il y a beaucoup de secteurs maritimes bien sûr chez nous. Des entreprises qui ont besoin de moyens pour exercer leur métier, des bateaux, des navires, des barges. De l'autre côté, nous avons des institutions qui doivent mettre des infrastructures au service de ces entreprises pour qu'elles puissent faire leur métier. Des marinas, des ports, des quais, des cales de halage. C'est au même titre que les routes. Voilà, donc nos entreprises ont besoin d'infrastructures. Et c'est là que commence le problème. Parce que, historiquement et culturellement, nos institutions ont boudé le secteur maritime. Alors, ce n'est pas une première, puisque ce matin, à l'ouverture du pôle maritime, ça a été bien rappelé. C'est un état de fait. Et doit-on s'en étonner quand on voit le contexte ? Monsieur Vallas, ce matin, je ne sais pas s'il est là. En tous les cas, donc Monsieur Vallas, c'est le directeur, président honoraire du Cluster Maritime France, qui nous a rappelé que la France, ce vieux pays paysan, qui a tourné le dos à la mer pendant des années, qui maintenant s'y intéresse, mais je veux dire historiquement, voilà, a priori, c'est pas trop dans la culture française, la mer. Eh bien, c'est pas dans la culture calédonienne non plus. Alors, avec un peu de retard, tous finit par s'arranger, parce qu'en France, vous avez vu ce qu'ils ont mis en place, commencer par le cluster maritime, et on voit bien que la mer, maintenant, fait partie de la structure française. Eh bien, en Calédonie, avec quelques années d'écart, c'est la même chose. Donc, pour résumer, des entreprises qui demandent des moyens vitaux pour leur activité, que le service public peine à mettre en place, c'est la problématique. C'est la problématique qui amène tout simplement en 2014 à la création du cluster maritime. Alors le cluster maritime, c'est d'abord un cluster. Ça, c'est une grande nouvelle. Et un cluster d'entreprise, c'est quoi ? C'est tout simplement un regroupement d'entreprises dans un domaine d'activité, principalement dans une zone géographique donnée. Ça, c'est la version officielle de Wikipédia. Pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt une histoire de femmes et d'hommes. Parce que quand le groupe, quand le cluster appelle Ecoblast, la CMI ou le Betticho pour parler des moyens de levage de la Calédonie, c'est tout simplement Mélanie qui est là, qui appelle Édouard et Thomas et moi, Luc, pour se mettre autour de la table. Trois bénévoles pour discuter du sujet. Donc pour moi, le cluster maritime, c'est avant tout une histoire humaine, une histoire de personnes, de femmes et d'hommes. Mais une fois que le cluster maritime est né en 2014, eh bien, beaucoup d'activités, des assises de la mer, je ne l'ai pas mis au tableau, mais c'est en 2016, tous les ans des journées de la mer. On a aussi le livre bleu, et puis beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de motivation. J'appelle cette première phase, vous voyez, qui est en vert et bleu, le squash de cocotier, en fait. C'est là où les entreprises privées secouent le cocotier pour dire « Eh oh, on existe et on a besoin de moyens », sachant que les institutions, à cette époque, sont plus tournées vers le nickel, vers d'autres préoccupations pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis un jour, c'est un truc tout bizarre, ça s'appelle un contrat de développement. Alors là, heureusement, on a un spécialiste à côté qui va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Donc comme c'est très technique, ça m'arrange que c'est lui qui prenne la main tout à l'heure. Et qui va nous permettre de faire des choses. Ça, c'est Christophe qui nous le rappellera tout à l'heure. Et puis, après ce contrat de développement, c'est la création du pôle maritime. Alors, qu'est-ce que le pôle maritime ? Tout à l'heure, je vous expliquais ce que c'était le cluster maritime. Des gens hyper motivés, des entrepreneurs, des armateurs, qui ont les mêmes problématiques et qui veulent les résoudre de la même façon. Eh bien, le pôle maritime, c'est un pôle d'excellence
liés au secteur maritime de la Calédonie. Et un pôle d'excellence, bon, pour faire court, là, je n'ai pas envie de lire tout ça, ben, vous voyez ce que c'est que le cluster maritime, un regroupement. Ben, le pôle d'excellence, c'est le cluster avec une couche supplémentaire où on rajoute toutes les institutions. Et donc, vous avez à la fois le privé et le public, avec un seul objectif, faire avancer les choses. Et là, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, les choses commencent à bouger parce que vous avez les décideurs, les donneurs d'ordre, qui communiquent directement avec les gens qui ont besoin des infrastructures. Et c'est là où commencent les choses intéressantes. D'autant plus à noter que donc ce super cluster, on va dire, ce cluster étayé des institutions est une initiative de l'État et du gouvernement et piloté par l'État et le gouvernement. Le secteur maritime, vous l'avez vu tout à l'heure avec la photo de tous les bateaux, les secteurs d'activité, c'est large. Et bien forcément, le pôle maritime couvre l'ensemble des pôles liés au maritime. En fait, c'est structuré en fonction des activités au sein de la Calédonie pour que justement aucun secteur ne soit oublié et que chacun des secteurs puisse avancer à son rythme. Je vais passer la main à Jean-Luc, directeur des affaires maritimes, qui va vous parler un petit peu de comment tout ça a pu se mettre concrètement en route. Jean-Luc. Merci Luc. En fait, tu as tout dit, je vais servir à rien. J'ai juste fait 2 slides assez simples pour un sujet qui est administrativement et techniquement et financièrement complexe. Vous avez exprimé des volontés, établi des diagnostics, imaginé un budget nécessaire pour mener à bien les opérations que tu viens d'exposer. Il fallait un outil financier pour accompagner ça. Tu l'as évoqué, ça s'appelle le contrat de développement. C'est quelque chose qui n'est pas récent, qui date de 88 et des lois organiques de 99. Je vous ai mis la définition officielle, je ne la reprends pas. Au total, 200 milliards sur un peu plus de 30 ans consacrés à ce sujet. On peut passer mode. Là, pareil, je vais vous faire un petit résumé pour le cas particulier. Donc, ça a été un avenant qui a été signé, alors que je ne dise pas de bêtises, je n'étais pas là évidemment, en décembre 2020, pour prendre en compte les propositions du cluster porté par le gouvernement pour ce projet. Alors, vous avez la définition exacte, mais ce qui vient de vous être présenté par Luc pour la dépollution et l'aménagement du chantier naval de Nombo. Je résume, vous l'avez là écrit, avec 2 phases, qui étaient une phase d'étude plutôt 2020-2022, une phase de réalisation 2022-2024. Donc le cluster a été à la base, mais pas seulement. Vous avez mon camarade de gauche, qui lui aussi n'était pas là à l'époque, avec le PANC, la province sud, la ville de Nouméa, évidemment le gouvernement, et l'État comme partenaire financier et initiateur. Cette opération, elle est d'un montant maximal de 400 millions, réparti, c'est le principe des contrats de développement, à 50% par l'État en particulier, c'est le ministère délégué pour l'outre-mer, et par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et là-dedans, le rôle de la dame, il est assez particulier. Il a vocation, a priori, en pratique, c'est peut-être moins simple, justement, à simplifier les procédures, puisqu'il s'occupe des actes d'engagement juridique, des vérifications des contrats qui ont été portés par les instances avec lesquelles on a contracté, et en particulier donc les 2 États, mais c'est la Nouvelle-Calédonie qui a contracté, donc de leur adéquation juridique avec le contrat qui a été signé en 2020. Et donc nous, comme vous le savez, la direction des affaires maritimes, c'est une des dernières directions dites mixtes. Donc, c'est-à-dire que mes services
une personne en particulier qui est là, hein, que je vois, que vous connaissez, qui s'appelle Rennes, qui s'occupe de l'instruction financière et administrative pour les comptes des deux parties, ce qui permet, en théorie, mais il y a encore du travail, de fluidifier et de simplifier, et surtout de raccourcir les délais pour la mise en paiement, parce que c'est pas tout de mettre des projets, de faire des études, il faut aussi payer les prestataires quand ils les ont réalisés. Voilà ce que je pouvais dire rapidement, sans vous saouler trop après ce déjeuner, concernant la technique administrative des contrats de développement. Bonjour à tous. Donc vous avez compris qu'après la définition de l'ambition, les moyens financiers, il nous restait plus qu'à réaliser, qu'à faire. Hein. Donc Jean-Luc l'a bien dit, dans une première phase, une phase d'études et de réalisation spécifique sur Numbo, qu'on va développer ensuite, et puis on reviendra sur le pôle maritime, puisque finalement le pôle maritime est né d'une zone géographique, une zone géographique que vous voyez. Alors on est désolé, on est aménageur, donc nous on utilise beaucoup des cartes et des vidéos et des photos, mais vous allez voir, ça permet aussi de voir de quoi on vous parle. Donc deux objectifs pour le projet de Numbo, un objectif de développement économique, puisque l'ambition elle est venue du privé, avec la volonté de créer des zones de développement économique et un effet levier par rapport à ce qui existait, donc améliorer l'existant. Et puis aussi un objectif de protection de la nature, puisque cette zone a subi au fil des années beaucoup d'agressions, on va dire, hein, à la fois au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de l'exploitation des industriels qui ont été faits. Donc il y avait ce double objectif. Dans les 400 millions, ou les 4 millions d'euros, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués au franc Pacifique, on a à peu près tiré un quart de ce financement pour travailler sur le projet de Numbo, qu'on va vous décrire juste après. Vas-y. Donc dans une première phase, les études, cartographier notamment l'ensemble de la zone pour connaître quelles étaient les difficultés pour remettre à niveau cette zone en termes d'enjeux environnementaux mais aussi d'enjeux économiques, avec l'utilisation notamment de drones sous-marins, pas mal de cartographie, vous voyez, sonar de l'ensemble de la baie pour identifier notamment l'ensemble des épaves et l'ensemble des corps morts, et puis évidemment un suivi environnemental sur tout au long de l'opération. Donc une fois l'étude de diagnostic réalisée, deux phases se sont projetées, une phase à terre, une phase à mer. La phase à terre est essentiellement sur les véhicules hors d'usage, hein, vous le voyez. La voirie est ville de Nouméa, donc on reviendra après sur la gouvernance, mais c'est la ville de Nouméa qui a réalisé la dépollution avec une entreprise qui s'appelle EMC. Vous le voyez à peu près mi-septembre 2022, donc on a eu 6 à 8 mois d'études et puis derrière la réalisation des travaux. Donc une première phase d'enlèvement et de dépollution très utile puisqu'on a enlevé quand même 24 véhicules enlevés. Vous voyez, ce n'était pas des petits véhicules, c'était plutôt des gros véhicules type camion ou bus. 200 tonnes de déchets traités, on y reviendra après, dont une grande partie revalorisée. Mais comme la terre ne suffit pas, on s'est attaqué aussi à l'espace maritime avec l'enlèvement des NHU, donc démantèlement et revalorisation, avec une partie des mêmes entreprises que ceux qui ont travaillé sur les NHU. Vous le voyez, travail conséquent. On avait de tout type d'obstacles, hein, avec 45 corps morts, 21 épaves, 310 tonnes au final enlevées, 95% ont été réutilisés ou revalorisés. Et donc on a eu, vous le verrez après, on va vous montrer une petite vidéo, pas mal de types de bateaux différents, certains très symboliques, d'autres assez accessoires ou annexes, mais vous voyez que on voit l'engin de levage qui a servi à lever les plus grosses épaves. On a eu du très lourd, vous allez le voir sur la vidéo. Donc au final, sur Numbo, 18 mois de travaux, d'études et travaux, 22 entreprises impliquées, 21 épaves et 45 corps morts traités, 24 véhicules enlevés, une cinquantaine d'objets sous-marins identifiés avec notamment les radars, et 510 tonnes de déchets traités, donc 95 entièrement revalorisés. Et on a eu sur l'ensemble de cette zone-là, hein, qui a été en plus une zone ICPE totalement identifiée, on a créé vraiment le terre-plein pour travailler, on a mis les moyens à disposition, on a eu une zone ICPE, jusqu'à 25 emplois mobilisés en même temps pour traiter la totalité des navires sortis de l'eau.
Donc une fois que la zone de Nimbo a été mise à niveau, on s'est rendu compte aussi qu'elle était limitée et qu'elle ne pouvait pas accueillir l'ensemble de l'ambition. On a un élu qui pousse beaucoup, on remercie Christopher pour avoir poussé énormément dans l'ambition, et donc on a eu très vite la nécessité de se reprojeter ailleurs, de se reprojeter sur ce qu'on appelle la Grande Rade, donc, que vous voyez ici, qui est juste à notre gauche, enfin à votre droite, et sur la Petite Rade, donc, qui compose un peu plus le centre-ville. On a fait exprès de vous mettre une carte qui était une carte originelle au début de la réflexion. Vous verrez que certains éléments de programmation ont bougé, se sont déplacés, fruit de la réflexion qu'on va vous montrer juste après. Donc on voit qu'autour de cette ville de Nouméa, un certain nombre, donc aujourd'hui on est à la station N, que vous voyez en haut à gauche, on voit qu'un certain nombre de projets étaient en cours, portés par de nombreuses collectivités, et pas forcément avec une connexion ou une cohésion entre les différents projets. Donc il a fallu, dans un premier temps, on reviendra après sur les projets, vas-y Luc, créer une gouvernance, parce que finalement, on l'a bien vu, une initiative privée, avec une nécessité de récupérer un portage politique, mais dans un millefeuille de compétences calédonien assez compliqué, et donc la nécessité de remettre tout le monde autour de la table. Donc vous voyez que finalement, avec de l'animation en comité, rien de assez classique, Copil, Cotec, que vous connaissez dans bien d'autres projets, on a quand même réussi à remettre toutes les collectivités autour de la table et de trouver un maître d'ouvrage, un pilote qui était le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour amener finalement l'ambition vers des projets concrets. L'ambition étant donnée, la gouvernance étant posée, derrière il a fallu composer avec des groupes de travail, puisque après il faut donner du sens à l'ensemble de ces ambitions-là. 4 groupes ont été déclinés, un groupe maintenance et réparation navale, un groupe plaisance, tourisme et culture, un groupe plutôt sur la formation numérique, la recherche et l'innovation, et puis un groupe lié au financement, puisque c'est quand même le cœur de la guerre, même si les contrats de développement sont un levier essentiel dans une première approche, les montants nécessaires seront bien au-delà des 4 millions d'euros. Dans ces groupes de travail, après quelques réunions fructueuses, on vous a donné un exemple d'un groupe de travail pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait avoir comme signification en termes de projet. Donc on va de l'étude sur la gestion d'un quai de travail, comme de l'organisation de mouillage, le directeur du port autonome y reviendra tout à l'heure, l'établissement de chartes pour donner aussi des lignes de conduite. Donc l'ensemble de ces éléments plutôt, j'allais dire light, plutôt léger, vous voyez, sur les ateliers réparation navale, sont arrivés à des équipements beaucoup plus lourds dans un deuxième temps, notamment sur les ateliers de la cale de halage de 1000 tonnes, mais là aussi, je laisserai le directeur du port en parler un petit peu plus, même si vous voyez que les investissements sont bien plus conséquents. La baie de Nimbo, c'est l'histoire des chantiers navals en Nouvelle-Calédonie. C'est la baie des charpentiers de marine. C'est là que je dirais toute l'activité a vraiment démarré au niveau maintenance, entretien, construction des bateaux. Donc c'est réellement le démarrage de la Calédonie maritime, c'est fait au 19e siècle en baie de Nimbo. Donc par conséquent, je vous laisse imaginer la quantité de déchets, ce qu'on peut trouver sous l'eau, tout ce qu'on a pu repérer déjà à travers les études qui ont été faites. Il y a vraiment du boulot de dépollution à faire de manière importante. Quand on a voulu lancer cette dynamique autour du pôle maritime, on a choisi de partir de Nimbo, on a choisi de lui redonner une nouvelle jeunesse, de l'aménager, de la protéger, d'améliorer son environnement, et c'est pour ça qu'on a entamé cette démarche de dépollution en enlevant plusieurs épaves, plusieurs corps morts, et en lui redonnant cette nouvelle beauté qui nous permettait d'aménager cette nouvelle baie et lui donner une nouvelle vie. Donc EMC, en toute logique, a répondu à cet appel d'offres de par le gisement de déchets que ça représentait, estimé avant appel d'offres à 300 tonnes de déchets, dont plus de 80% valorisables. On a répondu à ce dossier avec des sociétés professionnelles de plongée, les sociétés ETSM, ProDive, Skafka et Marine Service. Donc le marché prévoyait effectivement le retrait de 22 épaves de navires et de plaisance et industriels, ainsi qu'une cinquantaine d'obstructions et 45 corps morts. Alors, le début des renflouements a démarré à la mi-mai et ensuite ça s'est écoulé sur 3 mois et demi pour renflouer et mettre à terre 22 épaves.
Alors, le travail des plongeurs commençait par une grosse analyse des épaves, chaque épave ayant sa typologie. La plupart ont pu être renflouées, c'est-à-dire qu'on essaie de lui redonner, tant que faire se peut, l'étanchéité de sa coque. Ensuite, on injecte de l'air dedans afin de lui redonner de la flottaison. On les accompagne avec des ballons, donc ce sont des grosses poches qu'on remplit d'air et qui ont du coup une capacité de remettre à la surface des bateaux. En règle générale, les épaves sont amenées à quai par les équipes de plongeurs et leurs moyens de remorquage. Sur les 300 tonnes de déchets extraits de la baie, nous allons valoriser 270 tonnes de déchets. Seules 30 tonnes seront mis à l'enfouissement à Gadji. Le projet de dépollution de la baie de Nambo a pu être conçu et a pu se développer grâce à la participation de l'État au travers du contrat de développement à son financement. C'est pour nous un projet qui coche un certain nombre de cases qui sont pour nous essentielles pour pouvoir venir en cofinancement. Là, nous sommes sur un cofinancement conséquent à hauteur de 50%, c'est-à-dire 200 millions de francs pacifiques sur 400 millions de francs pacifiques que coûte le projet. Ce projet nous a parfaitement convenu, il correspond à un certain nombre de critères essentiels qui nous permettent de penser que l'argent de l'État est bien investi et que l'accompagnement des collectivités va dans le bon sens. En l'occurrence, une plus-value environnementale indiscutable, il s'agit d'un projet de réparation écologique, et puis l'inscription dans une démarche plus globale de développement économique avec la création, à terme, on l'espère, d'un pôle maritime d'envergure, probablement parmi les équipements dont le territoire de la Nouvelle-Calédonie a besoin. Maintenant, on va s'attacher à mettre en valeur la maintenance maritime et navale, la remettre au cœur de l'économie industrielle en Nouvelle-Calédonie en s'attachant à moderniser les cales de halage. Ça, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on veut moderniser pour pouvoir accueillir encore plus de bateaux. Il y a d'autres projets aussi sur lesquels le port est partenaire. On veut accueillir plus de bateaux scientifiques dans les meilleures conditions et pour que la Nouvelle-Calédonie devienne vraiment un pôle scientifique dans le Pacifique Sud. Une autre ambition du port et du pôle maritime consiste à mieux accueillir maintenant les grands yachts qui croisent dans nos eaux, qu'ils y aient toutes les commodités habituelles, classiques qu'on retrouve dans les grands ports. Un dernier point, et pas des moindres, consiste à réorganiser et structurer la filière des mouillages en petites rades. L'objectif pour nous est de permettre l'accueil des navires de plaisance dans des conditions sereines, qu'on puisse assurer qu'il n'y ait pas de rejet de pollution par les eaux noires ou eaux grises dans les eaux. Et en cas d'événements météorologiques un peu intenses, comme des cyclones, qu'on soit plus sûr et plus serein sur la tenue des mouillages de ces bateaux. C'est une opération qui est très importante pour la province. D'abord, c'est la protection de notre environnement, donc la qualité de nos conditions de vie. C'est du développement économique, puisque derrière, c'est de l'économie circulaire. C'est comment, effectivement, on crée de l'activité à partir du recyclage, de la réutilisation, du réemploi. C'est un objectif social, c'est qu'on crée de l'emploi, donc on apporte de nouveaux métiers, on les soutient également. Et puis, je dirais, c'est tout bénef, c'est que du bien-être social pour tout le monde. La mer, comme beaucoup de Calédoniens, c'est mon histoire, c'est l'histoire des Calédoniens. On a tous été bercés par le lagon calédonien. Et je souhaite qu'à travers ce projet, on puisse continuer à profiter de ce beau lagon, de le protéger, de le valoriser, mais aussi de le montrer au monde. Parce qu'on a des richesses exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie qu'on ne montre pas assez. Et ce projet-là, c'est vraiment une nouvelle page de l'histoire maritime qui va se construire avec vous, avec les différents Calédoniens. Et on est assez fiers de ce projet. Avant de laisser la parole à Brice, je voulais juste vous expliquer pourquoi Nimbo, parce qu'on parle de Nimbo activement depuis des années maintenant. Et puis la suite de l'histoire, vous verrez, sera peut-être ailleurs qu'à Nimbo, et peut-être qu'après on y reviendra. Et bien parce que, vous voyez, au tout début de la fresque, là, on a, en 2013, avant le cluster maritime, une petite bande de fous furieux qui est l'origine de l'histoire un petit peu, bon, même si le cluster maritime, on sait, a mis du temps à se créer, mais c'est une bande de potes, on va dire, dont Alain, qui est là, que je remercie, je dédie cette présentation à lui d'ailleurs, parce que c'est un... Quand je parlais de squash de cocotier dans la première phase, c'est la phase la plus importante, c'est parce qu'il faut que les institutions prennent en considération les valeurs des entreprises. Eh bien, c'est qu'il faut des gens à la base pour secouer le cocotier. Donc Alain, Eric, tout ça font partie de cette équipe.
Et puis sur Nimbo, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu, avant les opérations que vous avez vues de dépollution, il y a eu des dépollutions terrestres. Il y a eu une réflexion sur les zones de mouillage balisées. Il y a eu le projet Port Nimbo qui démontre que la baie de Nimbo, dans un futur, si la Calédonie le veut, pourrait accueillir de très très grosses infrastructures pour la maintenance des minéraliers, la maintenance de tous les bateaux militaires de la zone. Enfin, si on a de la volonté, on peut effectivement sur Nimbo se projeter à long terme avec des moyens colossaux. Bon, je n'ai pas de présentation ici, mais on a ça dans les cartons. Pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour parce que l'urgence, c'est de vite donner aux entreprises locales les moyens de travailler. Et la suite de l'histoire, eh bien, ça se passe à Nouville. Et je laisse la main à Brice qui va nous expliquer tout ça. Merci. Merci Christopher de nous accueillir à la station N. Je trouve que l'endroit est particulièrement bien dédié au pôle maritime. Ça enlève quelques barrières qu'on pouvait avoir par exemple dans l'amphi tout à l'heure. Et là, on voit vraiment la proximité et la façon selon laquelle on travaille sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien des institutions qui prennent des sujets les uns après les autres et on s'inscrit tous dans une dynamique qui est de remettre la maintenance... Oui. Mettre la maintenance maritime, remettre un peu la maintenance maritime au cœur du système et aussi au cœur du port. Hop. Donc, dans la continuité de ce qui a été fait sur Nimbo, maintenant, nous, le port, on va travailler sur maintenant les aires de mouillage organisées en baie de Nimbo. Donc la nature ayant horreur du vide, on sait que maintenant que les fonds sont dépollués et que le travail le plus important a été fait sur ce point-là, il est essentiel maintenant de pouvoir légiférer, remettre un peu de police portuaire dans des zones, c'est-à-dire qu'on a pour ambition de pouvoir ici matérialiser une zone de mouillage organisée, c'est-à-dire que là des corps morts officiels et solides éprouvés seront installés et les plaisanciers pourront occuper ces corps morts, mais dans le respect d'un règlement et pour qu'on puisse vraiment consolider ce qu'on a commencé sur la baie de Nimbo. Donc on envisage notamment de pouvoir mettre rapidement en place dès le début de l'année un suivi de la qualité des eaux. Ça c'est important, on l'a fait dans la plupart des rades, on ne l'a pas encore fait sur Nimbo. Donc on va inscrire des capteurs sentinelles dans notre réseau. L'autre point important, donc en parallèle de ce qu'on va faire avec les zones de mouillage organisées, et ça c'est la réglementation qui le permettra, c'est-à-dire de pouvoir vraiment s'assurer que le rejet des eaux grises et eaux noires soit respecté conformément à la nouvelle réglementation en cours. Donc là aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Les institutions ont un peu abandonné la baie de Nimbo et donc maintenant qu'on remet Nimbo au cœur des préoccupations, il faut consolider sur ce qu'on a commencé. Et donc voilà, on n'oubliera pas notamment aussi de pouvoir, alors peut-être pas organiser, enfin peut-être pas faire des zones de navigation spécifiques, mais mieux adapter quand même ce plan d'eau à l'activité industrielle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a encore un peu trop souvent, en tout cas, il y a eu beaucoup trop souvent des acteurs qui venaient et qui mettaient des corps morts et qui encombraient le plan d'eau sans réelle justification. Et ça, c'est des choses qu'on ne veut plus voir en général en Calédonie, plus particulièrement dans nos baies et en particulier à Nimbo. Voilà pour la continuité. Donc maintenant que c'est dépollué, on continue la conquête et on ne lâchera plus maintenant la baie de Nimbo pour pouvoir à terme voir un développement qui se sera beaucoup sur la plaisance, mais aussi sur l'aspect industriel. Un point qui est essentiel pour maintenant le pôle maritime, c'est la maintenance navale. La maintenance navale en Nouvelle-Calédonie, j'en parlais ce matin avec le carénage du Beticho. Le carénage du Beticho, donc pour ceux qui ne sont pas de Nouvelle-Calédonie, c'est le navire à grande vitesse. C'est un catamaran qui transite jusqu'à 25-30 nœuds et qui dessert les îles Loyauté. C'est un bâtiment alors, à la fois moderne mais un peu ancien, il a 15 ans.
mais il est en aluminium avec des jets. Enfin, c'est quand même technologiquement, c'est quand même assez développé. Et ce que je vous disais ce matin, c'est qu'on a fait la maintenance quinquennale, c'est-à-dire que Édouard Castin a décidé de mettre son bateau sur la cale de Milton ici. On le voit ici. Donc le bateau, et pendant 3 semaines, toute la maintenance a eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pas anodin, hein, c'est qu'on se met à la place d'un gestionnaire de bateau, d'un patron d'entreprise qui met son bateau pendant 3 semaines dans les mains d'industriels, et le juge de paix à la fin, c'est le bureau Veritas et les affaires maritimes qui disent OK, les travaux ont été faits selon les règles, le bateau peut renaviguer et le bateau peut réembarquer du personnel. Donc c'est vraiment pas, c'est pas qu'une histoire de technique, c'est pas qu'une histoire de moyens, c'est un tissu industriel et c'est des compétences, du savoir-faire, du planning. Enfin, il y a plein de choses derrière. Et donc cette réussite, c'est une réussite collective. Cette réussite maintenant nous a vraiment plus ouvert les yeux sur le potentiel de nos cales. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, de l'autre côté de la rade, juste allez, on va dire à 300 mètres, un peu plus au sud, on a 2 cales de halage. Ici c'est une cale de 1000 tonnes. Et ici, une cale de 200 tonnes, c'est assez simple, pour ne pas dire vétuste. C'est un grand chariot qui est tracté sur des rails et qui remonte à l'aide d'un treuil. Le souci de ces installations-là, c'est que le temps du chantier, la cale est monopolisée. Et donc, si le chantier prend du retard, les petits bateaux qui suivent aussi prennent du retard. Et dans le monde maritime, j'apprends rien normalement, c'est que les échéances de réparation, elles sont indispensables et elles doivent être respectées. Sinon, on perd des agréments et ça coûte très cher à recouvrer après les certificats de navigation. Et donc maintenant, le projet pour nous, ça se passera sur 2 temps. Donc première chose, c'est on voit que malgré tout, il faut qu'on consolide et qu'on concentre nos moyens. On a quand même un outil qui est performant. À La Réunion, le directeur du port de La Réunion, dans sa gestion, il n'a qu'une cale de 1000 tonnes. Donc ils ont pour ambition de prendre un dry dock, mais aujourd'hui, on n'est pas moins bien, on est au même niveau que La Réunion. Tahiti, c'est un peu différent, il y a un dry dock opéré par la Marine nationale. Mais en tout cas, si on regarde un grand port maritime d'outre-mer, le grand port maritime d'outre-mer, La Réunion, finalement, ils ont les mêmes installations que nous. Donc charge à nous maintenant de pouvoir travailler sur ce patrimoine qui est efficace, fonctionnel, et de le mettre à niveau. Le mettre à niveau, c'est-à-dire, là on est en train de regarder pour voir quel est le potentiel de cette cale. Est-ce que les fondations sont suffisamment solides? Est-ce que le treuil va supporter davantage d'efforts pour pouvoir atteindre 2000 tonnes de charge? 2000 tonnes, ça correspond à une valeur importante. Ça nous permettrait de mettre tous les caboteurs, c'est-à-dire les bateaux qui font la liaison jusque sur les îles Loyauté. Donc c'est des bateaux qui font 80 mètres de long pour 1500 à 1600 tonnes. Mais surtout, en termes de stratégie et d'autonomie stratégique, on en parlait ce matin, on pourrait aussi travailler sur les bateaux de la Marine nationale, le patrouilleur d'outre-mer et le d'Entrecasteaux. Donc voilà, et donc on mettrait à ce moment-là les plus gros bateaux sur cette cale qui est efficace malgré tout. Et on a à cœur de développer une aire de carénage industriel assez grande, mais aux normes ICPE, qui pourrait faire à la fois du carénage et du démantèlement dans les normes. Et enfin, on aurait la zone et on aurait concentré la zone sur laquelle on pourrait faire vraiment des travaux maritimes. Cette surface, cette aire de carénage, s'est opérée à l'aide d'un travel lift, d'un élévateur à sangle, pardon. Et nous, les études qu'on a menées maintenant sur le port autonome, qui restent à consolider, on souhaiterait avoir acheté un équipement de 450 tonnes et qui permettrait, vous voyez ici là, le schéma, on a le Prony Ressources, le Maridé, à l'échelle, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Donc ce projet est intéressant, il est assez élevé, on parle de 2,5 milliards de projets dans son ensemble. On sait qu'il faut, pareil que sur plein d'autres aspects, il faudra qu'on se rapproche et développer des partenariats publics-privés pour pouvoir opérer et faire de la maintenance sur ces cales. Ça, c'est en euros, ça fait 20 millions. 20 millions d'euros. Voilà. 20 millions d'euros pour un système qui permettrait beaucoup de choses. À titre d'information, aujourd'hui, si on a un grand bâtiment, donc on va dire un bâtiment qui fait 1200 tonnes, qui a une voie d'eau importante, on ne peut pas le mettre au sec. Donc ça peut être très compliqué.
où cet outil-là, il est temps de le mettre maintenant aux normes. En attendant déjà les financements et le développement de ces grands projets, on va faire une première étape dans la continuité du pôle maritime sur la maintenance navale, c'est mettre à niveau les cales pour ce qui est du démantèlement ICPE. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Calédonie et le port s'inscrit dans la démarche de pouvoir répondre à un appel d'offres de la Marine nationale pour déconstruire les P400. Et les normes sont très rigoureuses pour le respect environnemental. Et donc là, on mène beaucoup d'études pour mettre la cale de halage aujourd'hui et aux normes ICPE pour la maintenance. Et nous, on veut aller plus loin et la classer ICPE pour le démantèlement. Donc il y a pas mal de projets, d'équipements qui vont être intégrés dans ce projet d'ici 6 mois pour pouvoir assurer et compléter l'offre calédonienne, donc compléter l'offre d'une entreprise privée. Et on sait qu'on aura la capacité de pouvoir procéder à la déconstruction d'un bâtiment de l'État. On parle des P400 parce qu'on a tout ça en tête, mais Lionel aussi me parle souvent de la LIS. Donc voilà, c'est bien ce qu'il faut viser. En parallèle aussi, on sait que pour monter les bateaux, aujourd'hui, la cale n'est pas complètement adaptée. Donc il faut faire les études, j'en ai parlé, les études pour voir le potentiel pour la monter à 2000 tonnes éventuellement. Mais on veut aussi mettre en place des ducs d'Albe, c'est-à-dire des dispositifs qui permettront ici de voir des pieux, finalement, et qui permettront de vraiment placer précisément les bateaux au droit du chariot. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à 10 nœuds, c'est bien, et après, on est obligé un peu de reporter. Donc là, ça sécurisera davantage les opérations. Je regardais mes notes, et du coup, j'ai bien fait parce que j'avais oublié quelque chose. Bon, l'idée de ce point-là, c'est de consolider le savoir-faire qui a été mis en lumière par le Betticho, d'accord, le fameux carénage, de développer une filière avant, à terme, 10-15 ans, de vraiment voir si les conditions sont réunies pour lancer une filière de déconstruction navale avec des bateaux, des minéraliers, et pourquoi pas, c'est ce dont tu parlais, toi, sur Nimbo. Mais ici, rapidement, à l'échelle de 1 ou 2 ans, on peut d'ores et déjà pouvoir vraiment progresser et monter en compétence sur la maintenance navale. Enfin, sur le pôle maritime, on lance des études. Ce qui c'est très important, c'est de savoir où aller, parce que les investissements portuaires, je vous apprends rien non plus, mais c'est lourd, cher, et quand on signe sur 30 à 40 ans. Et donc, il y a 2 sujets essentiels qui manquent en Nouvelle-Calédonie. On parle souvent de ce qu'on a raté comme virage. Ben oui, on a raté un peu le virage de la Grande Plaisance et l'accueil des bateaux scientifiques. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'accueil des navires de plaisance, en réfléchissant. Alors là, c'est des simples vues. Pour l'instant, les sites ne sont pas complètement définis et arrêtés. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le potentiel et quel est le planning, le phasage. Le phasage, ça peut être dans un premier temps mettre des conditions pour que les navires en transit viennent et fassent des escales logistiques. Donc là, on fait des investissements assez simples. Et après, on peut définir, une fois que toutes les conditions administratives, techniques et autres, logistiques, sont vraiment tout au vert, là, on pourra vraiment se lancer dans la construction d'un grand port, d'une marina, pour du yachting. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a dans la tête et c'est les études qu'on lance actuellement. Deuxième point aussi qui est essentiel, qui tient particulièrement à cœur l'ensemble des acteurs du pôle maritime, c'est le port scientifique ou le quai des scientifiques. L'idée étant à la fois maintenant aussi un peu sur la même démarche, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait capter, quels sont les besoins pour le définir au mieux et pour pouvoir adapter nos équipements. Voilà. Donc voilà les projets dans lesquels le port soutient le pôle maritime et donc on espérera continuer de travailler tous ensemble dans cette direction. Merci beaucoup. Alors, on va en profiter pour passer une petite vidéo sur le port de la Réunion qui nous a été envoyée par le directeur du port de la Réunion. Malheureusement, ce matin, on était pressé par le temps, donc on n'a pas pu la passer dans la session des ports, mais on va vous la passer maintenant. Éric Legrigeois, président du directoire du Grand Port Maritime de la Réunion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous pour ces assises qui se déroulent donc à Nouméa.
Mais c'est bien volontiers que j'ai accepté de vous transmettre cette petite vidéo pour vous montrer les enjeux de la Réunion, sachant que nous avons, avec la Nouvelle-Calédonie, une forme de destin commun, puisque nous nous inscrivons tous les deux dans la stratégie indo-pacifique de la France. Je vais essayer de vous présenter en quelques minutes les principaux enjeux de Port-Réunion et de voir également comment ces enjeux peuvent résonner avec vos propres problématiques. Déjà, quelques repères. Port-Réunion, c'est en trafic entre 5,5 millions et 6 millions de tonnes. Nous avons un trafic domestique qui est prédominant dans ces flux, mais nous avons également à faire face à une concurrence internationale, notamment sur les enjeux de transbordement. Et le dernier aspect qui n'est pas, on va dire, captif par rapport à la Réunion, c'est l'enjeu de la croisière, et je sais que vous avez également ce type de problématique au niveau de la Nouvelle-Calédonie. S'agissant du transbordement, en fait, cette activité, elle a du sens vu la situation géographique de la Réunion, parce que nous sommes à la confluence d'un certain nombre de grandes routes maritimes. La plus importante en termes d'importation, c'est celle qui fait Europe-Australie. Mais nous avons également des lignes venant d'Asie qui desservent l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Et puis, nous sommes également à proximité d'une grande route maritime qui fait Afrique de l'Ouest jusqu'en Asie. Le fait que sur cet archipel des Mascareignes, comme on appelle l'ensemble entre Réunion, Maurice, Rodrigue, cet archipel, donc tel qu'il est situé, avec ces grandes routes maritimes qui passent aux abords, ça génère, en termes de logistique du transport maritime, beaucoup d'opportunités pour assurer du service aux conteneurs. S'agissant de la croisière, ça ne peut pas s'apprécier seulement à l'échelle de la Réunion. Et donc, nous avons développé, dans le cadre de l'Association des ports des îles de l'océan Indien, une approche permettant d'identifier les segments de marché les plus porteurs. Nous avons des territoires qui sont fragiles et nous devons prendre en amont en compte l'acceptation sociale de ce genre de flux de passagers. C'est la raison pour laquelle, après analyse, en interviewant les compagnies maritimes, en utilisant à cette fin un consultant expert de ce secteur, nous avons identifié le potentiel à travers les segments qu'on appelle luxe, expédition, découverte. Autrement dit, nous écartons la recherche d'escale de méga-ships parce que nos territoires, que ce soit la Réunion, que ce soit Madagascar, les Comores, les Seychelles, ont du mal à accepter le même jour 3 ou 4 000 passagers qui débarquent. Et donc l'intérêt de cibler les segments luxe expédition, c'est d'avoir des descentes à terre cohérentes avec l'accueil des sites, avec le nombre de guides touristiques. Et donc c'est vraiment notre cheval de bataille pour les années à venir. Cela, c'est en parlant de flux maritimes. L'autre activité importante en termes d'enjeux de l'économie bleue, c'est d'être facilitateur pour l'émergence de nouvelles filières. L'enjeu aujourd'hui pour la Réunion, c'est notamment la réparation navale. La plupart des bateaux basés à la Réunion, dès lors qu'ils font plus de 60 mètres de long, sont obligés d'aller faire leurs arrêts techniques à Maurice. Et de notre point de vue, c'est un vrai handicap. Et c'est d'autant plus un handicap que la Réunion est identifiée comme un point d'appui stratégique pour la Marine nationale, mais plus globalement pour les forces armées françaises à l'échelle de l'océan Indien. De ce fait, le dock flottant que l'on envisage est un outil essentiel pour, je dirais, apporter le service attendu pour ces navires basés à la Réunion, les navires de souveraineté, Marine nationale au premier rang, bien évidemment, mais pas que. Également, tout ce qui est palangrier congélateur de la pêche australe, parce que là aussi, il y a des enjeux à ce que la valeur ajoutée des arrêts techniques reste à la Réunion plutôt que d'aller à Maurice. Alors, les enjeux dont j'ai parlé relèvent d'un des axes de notre projet stratégique, qui est donc le port rayonnant. Il y a d'autres axes, et l'axe que nous allons développer, notamment dans le prochain projet stratégique, c'est ce qu'on appelle le port ancré à son territoire. Évidemment, le port, c'est, pour les marchandises, la porte d'entrée principale. Mais ça génère aussi des nuisances. Et donc, il faut que l'on soit vigilant sur les attentes du territoire pour faire en sorte que ces nuisances générées par l'activité portuaire soient compensées par des atouts au-delà de la création d'emplois, mais également en termes de services aux riverains et plus généralement aux Réunionnais.
Donc cette déclinaison du port ancré à son territoire, elle se traduit à notre niveau par un dossier qui est important, qui est celui du Port Center. Au-delà de faire un lieu d'échange, on le conçoit vraiment comme une vraie interface ville-port, de façon à pouvoir y proposer des services, des animations, qui font que le port devienne un peu moins mystérieux pour les Réunionnais d'une part, mais aussi plus globalement pour les visiteurs, par exemple pour les croisiéristes. Un port ancré à son territoire, c'est aussi un port qui limite son empreinte sur le territoire. Et ça renvoie au sujet de sobriété, que ce soit les sobriétés énergétiques, que ce soit la sobriété sur la consommation en eau. Et ces éléments-là, c'est aussi dans notre feuille de route stratégique. On a déjà engagé beaucoup de travaux destinés à réduire notre empreinte carbone, notre consommation électrique. Ça va depuis le changement des éclairages jusqu'à la modernisation de nos chambres froides et probablement demain d'autres interventions sur les panneaux photovoltaïques de façon à créer des smart grids permettant de faire de l'autoconsommation et également d'alimenter les branchements à quai. Donc tout ça, c'est un panel d'outils avec à chaque fois cet enjeu de faire en sorte que notre impact sur le territoire est aussi optimisé que possible. J'ai évoqué tout ce qui était, on va dire, propre à la Réunion, mais comme pour la Nouvelle-Calédonie, nous nous inscrivons évidemment dans un environnement qui bouge énormément. Nous sommes un petit coin d'Europe au milieu d'un océan Indien qui est bordé par de nombreux pays de l'Afrique australe, évidemment nos partenaires comme Madagascar. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'organiser une Maritime Week. Et nous avons eu la chance d'avoir de nombreux partenaires de la PAMESA, qui est en fait l'association des ports de l'Afrique australe et du Sud. Et avec ces homologues des autorités portuaires, on a pu aborder un certain nombre de sujets de coopération. C'est une initiative qui est portée par le Conseil régional de la Réunion, qui est financée par le dispositif Interreg de l'Europe. Et cela nous permet de concevoir, on va dire, des partenariats, par exemple en termes de transformation numérique. On a eu l'occasion de le faire avec les Seychelles, avec une société qui s'appelle Infoport, au sein de laquelle nous sommes actionnaires, et qui a déployé un cargo community system adapté à leurs besoins. Nous travaillons aussi beaucoup avec le Mozambique, en lien avec les exploitations gazières qui se développent actuellement dans le canal du Mozambique. Nous avons conçu des systèmes de formation avec des immersions au sein des entreprises réunionnaises. Et l'enjeu derrière ça, c'est un peu de faire du soft power, de façon à faire mieux comprendre les enjeux de la culture réunionnaise, européenne, au sein de ce pays, le Mozambique, qui a énormément de potentiel. Donc ces enjeux, on va les reprendre, on va les enrichir, on va les compléter pour le projet stratégique, parce que c'est vraiment un des axes importants de notre feuille de route stratégique, l'aspect port rayonnant. Alors j'ai essayé en quelques minutes de vous donner un aperçu forcément très tronqué de ce que peut être le port de la Réunion, mais je souhaite conclure en insistant sur le fait que tout ça se fait évidemment avec des équipes. Et dans le cadre de l'animation, on va dire, interne du Grand Port Maritime, il y a depuis des années un plan d'aménagement et de développement durable que l'on a complété par une démarche responsabilité sociétale des entreprises. Et ça génère vraiment, en tout cas c'est sa vocation, un lien entre les agents du port, de façon à ce que chacun comprenne les enjeux et chacun œuvre aussi pour le bien de la Réunion, et tout le monde est extrêmement motivé pour ça. Merci de votre attention.